Bonsoir, messieurs et dames. Merci d'être encore une fois des nôtres pour ce traditionnel rendez-vous, journal du dimanche soir, une heure d'actualité et cette actualité marquante dans sa composante aussi diverse que variée, comme le veut le JDS, c'est bien économie. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, FPDCT, a été rebaptisé, on le sait, en Conseil des ministres, Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Que revêt cette mutation institutionnelle? Des précisions avec le directeur général de la désormais Agence ADCT, Bruno Dipama. Et puis société, conducteurs de tricycle, leur simple évocation brime pour beaucoup avec écart et inconduite sur nos voies. Comment se perçoivent-ils? Connaissent-ils les textes qui régissent leur activité? Émission dans cet univers, dans ce journal du dimanche soir. Et puis sport, Salitas qui poursuit sa chevauchée en Coupe CAF. Les Colombes de Ouaga 2000 ont obtenu mercredi leur ticket pour le tour de cadrage. Quelle lecture faire pour la suite? Analyse avec Claude Romba, analyste sportif. Et puis, selon l'évolution de l'actualité, composition du nouveau gouvernement ou son atteinte. En tout cas, cela sera décrypté avec notre analyste politique Bernard Bougouma. La première actualité pour ce qui est de JDS, elle est économique. Nous le disions en titre, la direction du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, FPDCT en abrégé, revenait le 5 janvier dernier sur la conduite du processus de restructuration de cette institution. Devenue une agence, les prérogatives ont été élargies. Qu'est-ce que ce fonds qui a été mis sur pied, voilà un peu plus de 10 ans maintenant? Élément de réponse avec notre reporter Serge Bado. Créé par décret numéro 2007-254-presse-PM-MFB MATD du 11 avril 2007, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a pour mission principale de concourir au financement des programmes prioritaires de développement local des collectivités territoriales et de contribuer au renforcement de leurs capacités opérationnelles. À ce titre, il est chargé de mobiliser des ressources et financer par l'octroi de subventions des investissements des collectivités territoriales, de renforcer les capacités des collectivités territoriales pour la réalisation des investissements financés, de consentir des garanties à des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour des investissements dont la rentabilité est dûment établie, entre autres. Troisième directeur général du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, Bruno Dipama, a été nommé en Conseil des ministres en novembre 2019 et installé dans ses fonctions le 28 décembre de la même année. Plusieurs défis se présentent à lui, notamment celui de faire connaître le FPDCT. C'est ainsi qu'il lance une vaste campagne médiatique qui rime avec les 10 ans du fonds. Un anniversaire qui a vu la participation des premiers responsables du ministère en charge de l'administration du territoire. Signature de conventions avec les médias, organisation d'une immersion au profit des professionnels des médias, organisation d'une caravane de presse dans les 45 provinces du Burkina afin de faire connaître les réalisations du fonds par les professionnels des médias et par l'opinion publique. Don de sang, plantation d'arbres, participation aux activités du 11 décembre à Tenkodougou et à Banfora sont entre autres les activités menées en 24 mois. Dans le souci de se conformer au programme présidentiel 2015-2020 et au référentiel actuel de la décentralisation, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales change de dénomination. Adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 7 octobre 2020, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales est érigé en Agence nationale de développement des collectivités territoriales, en abrégé ADCT. L'ADCT a pour mission de concourir au développement des collectivités territoriales à travers la mobilisation, la centralisation et à la mise à disposition des collectivités territoriales de tous les appuis financiers et techniques qui leur sont destinés, et à ce titre, l'ADCT doit veiller à accorder aux collectivités territoriales tout le concours technique ou financier, notamment sous forme de subventions ou de prêts garantis aux emprunts pour le financement de leurs programmes d'investissement, contribuer à mobiliser et fédérer autour de la DCT toutes les interventions des partenaires techniques et financiers au profit des collectivités territoriales en lien avec les départements sectoriels. Ainsi, avec l'adoption des décrets d'application, la DCT a 6 mois pour que la mutation soit effective.
Un beau reportage de Serge Bado qui nous met de plein pied dans le premier entretien que nous avons dans ce JDS. Et cela se fait avec Bruno Dipama. Il est le directeur de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Bonsoir M. Dipama et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir M. Vert. On a suivi cet élément-là qui nous donnait aussi beaucoup de chiffres. On a 120 milliards qui ont été mobilisés entre 2008 et 2020 pour plus de 12 000 projets structurants au profit des 364 collectivités territoriales du Burkina Faso. On se pose déjà une question. Comment est-ce que ces fonds sont mobilisés et puis comment se fait aussi le choix de financement, notamment des projets? Merci pour l'occasion que vous me donnez de parler du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales qui, depuis le 7 octobre 2020, est devenue l'Agence nationale de développement des collectivités territoriales, en abrégé ADCT. C'est vrai que vous parlez de 120 milliards mobilisés, mais je dois juste rappeler que le fonds permanent est abondé par l'État, principalement, qui, depuis 12 ans, chaque année, c'est entre 6 et 10 milliards de francs CFA que l'État met à la disposition du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à repartir entre les 364 collectivités territoriales de notre pays, à savoir les 351 communes et les 13 conseils régionaux. Et la répartition se fait sur la base d'un droit de tirage avec une mise initiale de 10 millions de francs CFA pour chaque collectivité territoriale et en plus de ça, sur des critères que sont la taille de la démographie à l'échelle de la collectivité territoriale et l'indice de pauvreté, il y a une répartition. Donc chaque année, la répartition est faite sur cette base-là. Mais ce n'est pas seulement l'État burkinabé qui abonde le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Il y a des partenaires techniques et financiers qui ont abondé le Fonds permanent depuis sa création. Je vais citer l'Union européenne, la Banque mondiale et encore d'actualité l'Agence française de développement, la coopération financière allemande, la KfW, et la coopération suisse qui eux aussi abondent le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales en ressources financières. Donc c'est tout cela cumulé qui nous donne le chiffre de plus de 120 milliards de francs CFA mobilisés en 12 ans. Et je parlais aussi de ce qui marque le choix, notamment pour ce qui est des projets à financer. On sait que vous êtes limité, forcément, dans ce qui est de vos moyens, alors que les demandes sont excessives. Est-ce que quelquefois on ne se dit pas, bon, chez nous, là, on reçoit moins, on ressent moins la présence du fonds? C'est des critiques qui reviennent? Comme je l'ai dit, c'est sur la base de droit de tirage. Et il faut juste rappeler que le fonds permanent accompagne la décentralisation. Et la décentralisation, par principe, c'est l'intangibilité, la maîtrise d'ouvrage laissée aux collectivités territoriales. C'est-à-dire que le choix des projets est fait par la collectivité territoriale elle-même. Et comme je l'ai dit, c'est un droit de tirage. C'est juste dire que chaque année, il y a une enveloppe allouée à chaque collectivité territoriale. Et c'est en fonction du montant de cette enveloppe que les projets sont proposés et soumis au FPDCT pour appréciation. Si les projets entrent dans la typologie des projets éligibles au financement du fonds permanent, nous signons alors des contrats de financement. Voilà sur quelle base les projets sont sélectionnés et financés par le fonds permanent. Le fonds apportait uniquement des subventions aux collectivités, mais on se rend compte que vous passez maintenant en agence. Qu'est-ce qui faisait que c'était vraiment limité dans l'action? Vous savez que quand on regarde 120 milliards mobilisés en 12 ans, plus de 12 000 projets financés, c'est vraiment un bilan très positif. Mais dans son fonctionnement et dans l'exécution de ses missions, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales a révélé certaines insuffisances. Et pour y remédier, il a été proposé une réflexion qui a abouti à la conclusion qu'il faut reformer juridiquement et institutionnellement cet instrument qui accompagne la décentralisation et pour lui donner plus de missions et plus de poids. Et c'est en cela que le Fonds permanent est devenu l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Et donc justement, qu'est-ce que cette restructuration-là va apporter concrètement en termes de missions élargies? Qu'est-ce qui vient en plus? Vous savez que, comme vous-même vous l'avez souligné, le Fonds permanent ne faisait qu'accompagner les collectivités territoriales à travers des subventions, parce que le Fonds permanent est logé dans la catégorie des fonds d'État, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire du financement. Alors qu'avec les enjeux du moment,
et les besoins de plus en plus multiples et multiformes des populations à la base, il a été convenu qu'on puisse accompagner les collectivités territoriales à travers des prêts et également pouvoir se constituer en garantie pour les accompagner afin que celles-ci puissent avoir recours à des emprunts pour financer des projets d'une plus grande envergure et des projets qui vont changer le visage des collectivités territoriales. Donc il y a les missions d'appui technique et les missions de prêts et garanties aux emprunts principalement qui se sont ajoutées, sans oublier que nous allons maintenant explorer le terrain des financements innovants et également des financements type PPP pour permettre à ce que les collectivités puissent disposer davantage de ressources techniques et financières pour que le développement harmonieux soit une réalité dans notre pays. Et c'est vrai qu'en début de semaine, vous avez rencontré les hommes des médias pour revenir un peu sur la logique de cette restructuration et vous annonciez qu'en tant qu'établissement public de l'État, vous aviez sollicité 75 milliards de francs CFA. C'était à quelle fin ? Et c'est juste pour l'opérationnalisation du guichet prêt garanti aux emprunts que nous avons sollicité les 75 milliards de francs CFA. Mais cela sera fonction de la conjoncture et des possibilités du ministère des Finances de pouvoir nous octroyer en tout cas le montant. Ça peut être en deçà, mais si on pouvait avoir en tout cas les 75 milliards, cela allait constituer un bon départ, sans oublier que nous sommes aussi en train d'explorer du côté des partenaires techniques et financiers pour pouvoir en tout cas mobiliser les ressources nécessaires pour l'opérationnalisation de ce guichet prêt et garanti aux emprunts. Monsieur Dibama, vous êtes arrivé à la tête de ce fonds, si ma mémoire est bonne, c'est 28 décembre 2018. Voilà, donc 2 ans, on va dire en gros. Quel bilan vous faites de ces 2 ans-là ? Et quand je suis arrivé à la tête du fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, il y avait un certain nombre de défis qu'il fallait relever. Le premier d'entre eux, c'était la restructuration du fonds permanent. Je pense que nous y sommes arrivés avec l'adoption des décrets en Conseil des ministres à la date du 7 octobre. L'un qui consacre la création de l'Agence nationale de développement des collectivités, d'appui au développement des collectivités territoriales, et l'autre qui adopte les statuts particuliers de la dite agence. Il y avait également le défi de donner de la visibilité et de la notoriété au Fonds pour le développement des collectivités territoriales. Et je pense également que nous avons pu relever ce défi parce qu'aujourd'hui, dans l'opinion, on connaît le Fonds pour le développement des collectivités territoriales, on connaît ses missions, on connaît ses modalités d'intervention et on connaît également ses réalisations à travers les collectivités territoriales de notre pays. Il y avait un autre défi qui était de renforcer les capacités logistiques de la structure, et ça également je pense que nous y sommes arrivés avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Nous avons pu renforcer le parc automobile et également les moyens roulants à 2 roues, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une capacité logistique plus accrue. Il y a également le défi de moderniser et d'informatiser le fonds permanent, et ça également nous avons pu relever ce défi. Et voilà donc ce que je pouvais dire, et le bilan que je peux dresser, c'est un bilan très satisfaisant en 24 mois à la tête du fonds permanent, mais cela a été possible grâce au concours de mes collaborateurs que je tiens à saluer sur ce plateau. Vous parlez des défis relevés en 2 années. Outre la question de la restructuration qui est un vaste chantier aussi, quels sont les autres défis aujourd'hui pour cette agence-là? Alors, le principal défi, c'est son opérationnalisation. Comme cela a été rappelé dans le reportage, nous avons 6 mois pour rendre opérationnelle l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, mais surtout pour opérationnaliser les guichets qui sont attendus, notamment le guichet appui technique et le guichet prêt et garantie aux emprunts. Voilà les défis en tout cas qui nous attendent pour cette année 2021. Mais par la grâce de Dieu et avec l'aide des tutelles et des partenaires techniques et financiers, nous pensons que nous allons relever ces défis au cours de cette année 2021. Et puis, M. Dipama, dernière question. Vous avez dit pas de subventions aux collectivités en 2021. Pourquoi? On voulait comprendre. Alors, vous savez qu'en 2019,
c'est 6 milliards de francs CFA qui avaient été annoncés au titre de la subvention de l'État aux collectivités territoriales. Mais la régulation budgétaire est passée par là et c'est 3 milliards de francs CFA qui ont été pris au Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Également en 2020, dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus, c'est 2 milliards 100 millions de francs CFA que la régulation budgétaire a coupé au Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales sur les 6 milliards. Donc, sur les 2 années, ça devrait faire 12 milliards, mais on nous a pris 5 milliards 100 millions de francs CFA, alors que nous avons déjà signé les contrat de financement avec les collectivités territoriales. Il va sans dire que nous devons être prêts à honorer les demandes de décaissement qui seront introduites. Donc nous avons échangé avec les collectivités territoriales et nous allons marquer un arrêt. Cela ne veut pas dire qu'au cours de cette année 2021, il n'y aura pas d'accompagnement des collectivités territoriales, mais c'est juste que nous devons sécuriser au bas mot 5 milliards 100 millions de francs CFA pour faire face aux besoins des collectivités territoriales pour payer les factures de leurs prestataires. Donc, il n'y a pas de droit de tirage classique pour cette année 2021, mais il y aura un accompagnement, je le répète, des collectivités territoriales en termes techniques et en termes financiers au cours de cette année 2021. Merci bien. Je rappelle que nous étions avec M. Boutno Dipama. Il est le directeur de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Encore merci. Merci à vous. On va poursuivre ce JDS avec un autre sujet que nous annoncions en début d'émission. C'est un sujet société. On se rappelle que le mardi 22 décembre dernier, un contrôle des tricycles dans la ville de Ouagadougou était initié par la police municipale et il a concerné les documents administratifs et les éventuelles infractions au code de la route, c'est-à-dire surcharge et mauvais arrimage. Il a permis de mettre à la fourrière pas moins de 152 tricycles. Plusieurs questions. Est-ce que les chauffeurs sont souvent indexés, ces chauffeurs qui sont souvent indexés pour leur conduite dangereuse sur les voies savent très bien la réalité de leur métier et les textes qui régissent leur activité? Nous avons cette émission dans ce secteur-là, une réalité que nous partage notre reporter Sanata Seri. Ce sont les nouveaux patrons de la circulation dans la capitale burkinabé. Difficile de circuler à Ouagadougou sans apercevoir un tricycle, communément appelé taxi-moto. Ces conducteurs, en plus de la surcharge et du non-respect de leur cahier des charges qui n'autorise pas le transport des personnes, sont très souvent impliqués dans les accidents de circulation. Et pour cause, très peu de conducteurs ne disposent pas d'un permis de conduire conforme à la catégorie de leur engin. Toute chose qui met en danger les usagers de la route. On remarque l'augmentation du nombre de tricycles à moteur au niveau de la circulation, ce qui complique encore les choses. Puisque nous avons déjà beaucoup d'engins à deux roues. Si les tricycles viennent s'ajouter, ça complique les choses, surtout que généralement les conducteurs de ces engins-là ne respectent pas les règles de la circulation et ils ont des mauvais comportements qui compliquent les choses. Par exemple les surcharges et autres, et ils communiquent au volant, donc là ça complique encore la circulation routière au Burkina Faso. Les gens disent que nous circulons très mal. Sur ce problème, je conviens avec vous que certains conducteurs de taxi-moto ne donnent pas le bon exemple. Ce sont ces comportements isolés qui font qu'on nous met dans le même sac. Mais nous travaillons déjà à cela afin de redorer notre blason. Pourtant, la loi en la matière est bien claire. Il faut un permis de conduire de catégorie B1 avant de conduire un tricycle, nous explique le moniteur d'auto-école Edi Bado. Selon la loi 005-2018/AN, portant fixation des règles relatives à l'établissement, à la délivrance et la validité des permis de conduire au Burkina Faso, pour conduire un tricycle à moteur, il faut le permis de la catégorie B1. Catégorie B1 pour conduire les tricycles et quadricycles à moteur. Voilà, donc si vous conduisez un tricycle, il faut avoir le permis de la catégorie B1, sinon vous êtes en infraction. Avant, on parlait de la catégorie A, mais depuis que la loi est là, on dit que c'est la catégorie B1. C'est une nouvelle catégorie qu'il faut forcément avoir avant de conduire les tricycles à moteur. Mais on remarque que généralement ceux qui conduisent les tricycles à moteur n'ont même pas la catégorie A1. Donc c'est ça qui complique les choses. Ceux qui exercent ce métier sont souvent organisés en association ou regroupés au sein d'un syndicat. Cependant,
La législation concernant l'utilisation du tricycle n'est pas respectée ou du moins ignorée par certains conducteurs de taxi-moto. Par exemple, dans notre association, très peu de conducteurs ont un permis. Ceux qui ont des permis sont ceux qui disposent de permis de véhicules poids lourds ou poids légers. Sinon, moi-même, à mon humble avis, il n'y a pas de permis pour les tricycles. En plus du permis, il y a d'autres documents qu'on nous demande. Il s'agit par exemple de l'assurance, la visite technique et les documents liés au droit de stationnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec la police parce qu'il est difficile pour nous d'avoir tous ces documents. Nous profitons d'ailleurs de votre micro pour faire un plaidoyer pour qu'on nous allège un peu. Le classement de ces véhicules à 3 roues en circulation suscite souvent des confusions et les usagers de la route se demandent parfois s'ils sont dans la catégorie des voitures ou des motocyclettes. Bon, c'est pas une voiture, c'est pas une moto, c'est un tricycle à moteur. Voilà, en circulation, on va pas quand même pas les dire, vu les gabarits, on va quand même pas les dire de rester sur la piste ou bande cyclable. Ils vont circuler au niveau de la partie réservée aux automobilistes. Sinon, s'ils vont se mettre au niveau de la piste ou bande cyclable, ça va compliquer les choses. Donc, c'est pas une moto, c'est pas une voiture, c'est un tricycle à moteur. Le tricycle a fait son apparition au Burkina Faso dans les années 2000 et son caractère pratique a fait de lui un engin incontournable, aussi bien pour les populations que les acteurs du secteur informel. Conçus pour le transport de marchandises, ces tricycles sont parfois transformés en véhicules de transport en commun dans certaines villes. C'est notamment le cas à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et pour encadrer son utilisation, un décret interdisant le transport des passagers par les tricycles a été adopté par les autorités en 2012 dans ces 2 villes. Ce même décret leur impose également une vitesse technique, une licence spéciale délivrée par la Commission communale des transports terrestres et une inscription au registre des transporteurs. Vivement donc l'application de ces textes. À présent, la page politique de ce rendez-vous JDS. Une page politique qui sera consacrée à ce qui était attendu fortement par nombre de Burkinabés, la composition du nouveau gouvernement. Je suis avec Bernard Bougouma, le chef de desk politique de WattFM 3 TV, pour regarder dans ce qui vient de nous être servi de façon officielle par le média RTB. Et donc la liste de ce nouveau gouvernement-là, des entrées, des départs. Et puis, bon, je commence par le grand nom qui peut-être a surpris plus d'un, c'est Zéphirin Diabré à la réconciliation. Oui, effectivement, l'attente a été longue. Et à l'arrivée, il y a des départs, il y a des gens qui ont changé légèrement de position, d'autres également sont rentrés. La surprise, c'est peut-être au poste pour Diabré, comme vous l'avez dit, parce que le chef de file de l'opposition, il rétropédale après les législatives. Donc, monsieur se retrouve avec 12 députés. Alors, aujourd'hui, c'est l'ancien chef de file de l'opposition. Donc l'UPC et M. Diabré prennent ce qu'ils avaient refusé de faire en 2015 et donc, mais cette fois-ci, il revient avec, pour sauver les meubles, un gros ministère, on dira ainsi, parce que lui, il est rattaché rapidement, directement à la présidente du Faso. C'était un ministre d'État chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Donc, un gros ministère, comme on le dit, mais qui sonne comme un peu à la KKB en Côte d'Ivoire. Ça sonne comme une récompense après élection. Ça sonne comme effectivement quelqu'un qui s'allie à la majorité, et effectivement c'est ça. Mais je dis bien, pour sauver le meuble, on met à la réconciliation. Nous sommes en mission, diront-ils, mais pas forcément que nous sommes allés nous allier à la majorité, mais c'est pour une cause. Ça permet de sauver l'essentiel, ça permet de sauver la face, parce que M. Diabré était pressenti comme Premier ministre. Son nom faisait partie de la short list, mais pour arriver là, il fallait négocier dur, compte tenu de la situation. Alors, parce qu'il y en a qui avaient dit l'UPC allait être dans le gouvernement, mais à l'issue des négociations, quand il allait avoir une ouverture, il faut y aller. Mais maintenant, il n'y a pas d'ouverture, c'est lui maintenant certainement qui va travailler à l'Assemblée. Et quand on préparait
un candidat, un programme. Vous vous rappelez de cette émission, nous sommes allés l'interviewer dans ses bureaux. Évidemment. Il disait d'ailleurs qu'il est l'homme politique à l'aise au Burkina pour gouverner avec le CDP à gauche et le MPP à droite, parce qu'il les connaît tous, mais il n'a pas de problème également avec il n'a de problème avec aucun des partis politiques. Voilà, donc il n'a pas de problème avec il n'a aucun problème avec un camp, donc il est à l'aise. Donc je pense également qu'il est certainement à l'aise par rapport à ce qui va se passer. Mais c'est effectivement la grande info par rapport à ce gouvernement qui vient d'être rendu public ce soir. J'ai parlé de nom, il y a aussi Benewende Sankara qui quitte l'hémicycle pour l'habitat. Oui, qui quitte l'hémicycle pour l'habitat. Les premières annonces, les informations faisaient ressortir que Maître, comme on l'appelle dans le milieu, allait aller au niveau de la justice, garde des Sceaux, et finalement c'est à l'habitat et au niveau des villes. Donc il remplace là M. Dieudonné Bonannée. Il faut dire que Maître Benewende Sankara aura du pain sur la planche, pour ne pas dire qu'il a déjà du pain sur la planche, avec la floraison des sociétés immobilières, avec la pression foncière au Burkina, quand on voit comment est-ce que les sols, les terres sont bradées. Donc il vient dans un ministère à problème entre griffes. Il faut d'abord régler cette affaire d'abord de 2000 au nom de la continuité de l'État. Donc rassurer à ce niveau-là et aller effectivement de l'avant. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Je pense également qu'il fait partie des surprises de ce gouvernement. D'accord. Et bon, on voit qu'à la justice, il y a Bagourou quand même qui avait survécu à plusieurs remaniements, qui maintenant part au profit de Victoria Kaboré. Il y a au niveau des ressources animales quelques changements au niveau du ministère des Sports. Et puis il y a aussi un nom, Charlemagne Ouedraogo, qui vient à la santé. On sait qu'il vient de l'ordre des médecins, avec dans la question de ce qu'on sait comme réponse au coronavirus, apivirine, problème. Il est au cœur un peu d'un certain nombre d'éléments. Mais qu'est-ce que vous dites dans tous les changements qu'il y a eu? Alors dans ce qu'il y a comme changement, il faut dire que effectivement le professeur Charlemagne vient à la santé en remplacement de Claudine Douguet, et donc on sait également que dans ce milieu-là les rapports sont plus ou moins tendus avec certains. Maintenant en ce qui concerne effectivement la pivirine, c'est le dernier fait en date qui défrayait la chronique, où effectivement il a même porté plainte. Donc l'ordre à travers sa personne a déposé plainte contre le professeur Martial. Alors comment est-ce que les choses maintenant vont marcher quand on sait que c'est des gens qui se fréquentaient très sérieusement? Maintenant avec la situation, on ne sait pas comment est-ce que ça va évoluer, mais ça va être également naturellement un coup dur pour cette affaire de apivirine, qui comptait également sur la machine gouvernementale pour effectivement aller de l'avant, confirmer les tests et tout. Donc Charlemagne à la santé, ce n'est pas aussi étonnant que cela. L'homme avait été plusieurs fois d'ailleurs annoncé comme probable ministre de la santé, ça ne l'a pas été. Cette fois-ci, ça l'a été. Donc Charlemagne à la santé, c'est pas aussi étonnant, parce que c'est un nom qui compte dans le domaine de la santé, très bien connu pour ses prises de position, pour son travail bâti au niveau de l'ordre des médecins, mais qui fait partie des jeunes qui disent vouloir que les choses changent dans la façon de faire, et qui attendent également leur heure pour prouver de quoi ils sont capables. Donc c'est quelqu'un qui va continuer l'application aussi de la fonction publique hospitalière, qui a permis de faire bouger les lignes et de refroidir les ardeurs par rapport aux revendications syndicales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de revendications sur la table, mais effectivement qu'il y a du boulot. Donc vous posez également la question par rapport aux autres ministères. Mais quand on prend le cas de celui de la justice, qui est un point important aussi, on a l'impression que Bagourou a payé un peu pour le bras de fer avec les syndicats en interne. Oui, ce que vous dites est vrai, mais Bagourou c'est quand même le ministre le plus ancien. C'est ça. Un an avec la transition, 5 ans avec le pouvoir MPP, ça fait pratiquement 6 ans au compteur, alors que monsieur ne s'affiche pas politiquement politique, il ne bat pas campagne pour être député, donc peut-être qu'il va battre campagne pour être maire, là je ne sais pas, mais il ne bat pas campagne pour être député, il ne s'affiche pas aux activités du MPP, donc c'est lui qui se réclame technocrate, pas forcément politique. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Donc la réalité aussi, c'est que c'est un parti politique qui vous a coopté pour vos compétences, mais à un moment donné qui va vouloir également une certaine allégeance. Alors qu'aujourd'hui, c'est un MPP qui n'a pas gagné tout seul, qui a compté sur la NAFA, qui a compté sur le NTD, 13 députés, mais quand ceux du NTD font leurs estimations, ils estiment qu'ils sont à 10%
de contribution dans l'élection du président. 10%, quand vous enlevez 10% des 51% des voix obtenues par, des 57% obtenus par le président, vous êtes à 47%. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un parti faiseur du roi qui va demander des sièges. Benouende Sankara, qui avait fait partie de ceux qui ont assuré qui ont conforté les positions du parti en 2015, donc va demander, à défaut de conserver les 2 ministères, à défaut d'avoir plus, de pouvoir quand même conserver les 2 ministères. Il y a d'autres partis qui, le PDC de Saran Sérémé, qui a eu 3 sièges et qui va vouloir également d'autres sièges. Donc à la réalité aussi, il faut tenir compte de ça. Donc quand vous n'êtes pas politiquement affiché, vous jouez forcément techno, c'est pas à un moment donné, ça ne pourra pas marcher. Donc ce n'est pas forcément qu'il paie pour la guéguerre de la magistrature. Cela a peut-être pour quelque chose, mais si c'était pour cela, peut-être qu'il devait être enlevé avant. Voilà, parce que la crise a duré quand même. Mais donc, je pense que la réalité aussi, le réel politique à l'intérieur qui a aussi joué. Pour faire le parallèle, il y a aussi la communication avec Rémi Dangenou, qui est remplacé par Ousseini Tamboura. Pour vous, c'est la même lecture, le non-positionnement politique? Non, là, il faut dire que le MPP récupère quand même son ministère. Ils avaient revendiqué qu'ils ne peuvent pas comprendre que la communication puisse être portée par quelqu'un qui se réclame toujours, qui n'est pas du parti, qui n'assume pas ses positions politiques affichées, et donc il fallait un monsieur du parti, parce que c'est en même temps l'image du parti qui était là. Donc politiquement, on pourra dire que le MPP a récupéré son ministère entre griffes. Voilà. Maintenant, même si le ministre est au service de la République. Donc Ousseini Tamboura, il a été ministre au niveau de l'éducation nationale, député à l'Assemblée nationale. Il faisait d'ailleurs, il a été vice-président, un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Après, il a quitté la vice-présidente. Il faisait partie également des hommes du Sérail de Alassane Bala Sakandé. Donc, il fait partie des hommes de main de l'actuel président de l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas candidaté cette année pour être député à l'Assemblée nationale, mais qui a préféré jouer effectivement l'aspect technique. C'est quelqu'un qui communique bien, qui parle bien, et ses sorties plateau sont parfois très bien appréciées, même sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un juriste, et politique, donc qui a fait Sciences Po également, donc qui a cet avantage d'une longue carrière en politique, d'une connaissance, une bonne connaissance du fonctionnement de l'administration. Là, il a comme background. Maintenant, il vient dans un milieu où il y a eu beaucoup de secousses avec des affectations, et il doit aussi porter la parole. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il a été député, longtemps député. Il a travaillé dans l'administration parlementaire, dans le bureau de l'Assemblée nationale, et il vient comme ministre porte-parole du gouvernement et chargé des relations avec le Parlement. Donc il a également un avantage par rapport à la connaissance du mode de fonctionnement au niveau légistique. Donc c'est un avantage également qu'il a. Donc c'est un ministre qui est politique, mais qui a un avantage, qui a un background sur le plan administratif, sur le plan technique. Donc j'ai dit que ce sont des avantages. Maintenant, il y a le côté gestion des médias qui peut être l'une des difficultés, mais bon, je pense que c'est un travail d'équipe. On a parlé des arrivées entre autres. Il y a ceux qui sont maintenus. Oui, il y a ceux qui sont maintenus. Il y a, comment on appelle ça, au niveau de mines et énergie, le docteur Bachil, au niveau du ministère de la Sécurité, Ousseini Compaoré, lui reste. Chérif Si est maintenu à son poste. Le professeur Stanislas Ouaro également. Alpha Bari également maintenu à son poste. Il y a Clément Sawargo également encore qui revient au niveau de l'administration du territoire. À l'économie également, le ministre Lassané lui reste. Al-Kassoum Maïga également reste au niveau de la recherche scientifique. Le professeur Sini, pareil. Laurence Marchal-Ilboudo reste également à son poste. Au niveau de l'économie numérique, il y a la même Adia Fatoumata Sano également. Elle reste. Au niveau de l'agriculture, M. Ouedraogo, donc Salifo, reste également. Donc, au niveau des infrastructures, bulldozer comme ils appellent, Eric Bougouma également reste. Au niveau du ministère du Commerce, Aruna Kabore, que les uns les autres appellent HK, bénéficie maintenant du ministère de l'Industrie et du Commerce. L'artisanat a été maintenant délégué à une autre personne. Donc Salifo Tiamtoro également qui reste, mais le ministre Siméon Sorgo lui change de positionnement, et au niveau du sport également il y a un changement. Maintenant il y a un qui s'occupe pratiquement de la décentralisation. Il s'agit du député Maxime Koné,
donc député, Maxime Koné, qui était député dans le Parlement, dans la législature qui vient de terminer, qui a été réélu, donc qui vient comme ministre délégué. Au niveau du budget, c'est Clémence Yaka également est maintenu à son poste. Jeu de chaises musicales, mais est-ce qu'on peut se dire qu'il y a vraiment un grand changement? Parce qu'il y a beaucoup qui sont restés, ça c'est une réalité. Il y a peu qui sont arrivés, mais il y a quand même quelque chose de majeur, c'est la question de la réconciliation nationale quand même. Oui, ça c'est grandeur nature et on va y venir, le président l'a promis. Alors, parce que j'ai dit que pour notre réconciliation, ce qui est important, c'est le contenu qu'il faut mettre. Quel contenu est-ce qu'on voudra mettre? Je pense que c'est ce travail maintenant que M. Diabré va faire. Donc c'est de trouver avec les fils et les filles du Burkina le contenu à mettre pour aller de l'avant par rapport aux questions de réconciliation nationale. Si on n'a pas de contenu, on fera comme dans les années 2000 où Blaise Compaoré est allé lancer les colonnes. Certaines colonnes d'ailleurs ont refusé de partir, puis ils sont revenus sur le stade. La suite, on la connaît. Donc je pense que la réalité c'est de savoir mettre maintenant un contenu. C'est la nouveauté. Il n'y a pas grand changement dans ce gouvernement. Du reste, quand le Premier ministre Christophe Dabira a été maintenu, on sentait qu'il n'allait pas avoir grand changement. Ce qu'il y a, c'est de réajuster, de faire en sorte que après comme il y a eu les législatives et des partis se sont taillés une bonne part par rapport aux élections, comment est-ce qu'il faut les caser, et puis également ceux qui étaient à la majorité comme l'UNIR, qui avait deux députés et qui attendait aussi, qui avait 2 ministères et qui attendait aussi d'avoir des places, parce qu'avec les nouveaux, vous ne pouvez pas savoir déjà qui est de tel parti, qui est de tel parti déjà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'eux aussi vont vouloir changer. Même s'ils ont conservé les 2 ministères, parce qu'on n'a pas encore la certitude qu'ils ont conservé les 2, avec le nom, on ne connaît pas les appartenances politiques déjà, mais s'ils ont réussi à conserver les 2 ministères, il faut quand même changer les noms des ministres pour que d'autres également puissent venir. Donc, en dehors de ce petit changement-là, on ne s'attendait vraiment pas à grand chose. D'accord, merci bien Bernard Bougma. Dans tous les cas, on va dire que pour construire ce mur, la Burkina Faso, les maçons sont connus, mais on va les juger au pied du mur. Bien dit. Merci bien d'être passé sur ce plateau. On va continuer avec cette fois-ci la partie sport. Salitas est à un pas de rééditer l'exploit de la qualification en phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Dans ce deuxième tour préliminaire, face à Al-Amal du Soudan, les Colombes de Ouagadougou 2000 ont bien fait le boulot. D'abord au match aller avec la victoire d'1-0 grâce à Olivier Boissy. Ensuite, le coup de grâce, c'est au match retour. En effet, pour ce match retour, Salitas prend très au sérieux son adversaire en dominant toute la rencontre. Michel Aouba, très en confiance et très altruiste, surprend le portier soudanais sur ce mauvais placement. Le deuxième but intervient grâce à ce coup franc sur une superbe tête de Kalfani Kema. À une longueur de 2-0 à la pause, Salitas se crée d'autres occasions en seconde période sans scorer. 3-0 en aller et retour, Salitas est qualifié pour le tour de cadrage. Je vous remercie d'abord. Notre objectif c'était ça, de gagner ce bas pour entrer dans le cadrage. Et Dieu merci, nous avons gagné, c'est déjà un pas pour nous. On va se préparer maintenant pour le tour de cadrage encore parce que tout n'est pas fini. Notre objectif c'est d'entrer dans la poule. Pour rentrer dans la poule, on est obligé maintenant de passer par le cadrage là. Donc on va se préparer en fonction de ça maintenant. Pas du tout. Pas du tout, match facile, c'est trop dur. Chaque équipe a un temps fort. Je crois vers la fin, nous avons adopté une stratégie, les laisser jouer. On sait que à tous les plans, nous avons placé quelque chose. Vous avez à chaque fois trébuché devant la défense et puis repartir. Parce que c'est l'équipe qu'on a déjà vu jouer à l'extérieur, donc on a pris toutes les dispositions nécessaires pour agrandir la victoire. Une performance qui va sans doute aiguiller les ardeurs des joueurs burkinabés sélectionnés pour le championnat d'Afrique des Nations. Oui, c'est vraiment un point pour nous, car on s'est vu, on s'est parlé, on voulait donner coûte que coûte la victoire à l'équipe avant de rejoindre le groupe au Cameroun. C'était notre objectif. 2-0, vous attendez à ce score-là avant le début du match? Oui, on était préparé coûte que coûte. On savait que ça ne sera pas un match facile, mais on était prêt pour relever les défis. Votre prestation personnelle, c'est bien pour vous? Oui, franchement, c'est bien pour nous. Moi, et ça me donne la confiance pour rejoindre le groupe aussi, au Cameroun, pour la chance. Après le tirage au sort, Salitas, pour ce dernier tour, le tour de cadrage avant les phases du groupe, doit jouer le Boinguidi Sport du Gabon en aller et retour.
Cet élément donc que nous proposait Assami, un très bel élément avec Salitas qui obtient son ticket mercredi dernier. On est donc tous contents pour ce tour de cadrage. Maintenant, quand on regarde aussi, Salitas, c'est des espoirs. Et peut à la fin aussi, à un moment donné, arriver aux phases de poule. Bon, il y a eu un genre de désillusion pour certains. Mais déjà, il faut, disons, prendre ce qui vient d'arriver avec déjà beaucoup de bonheur parce que c'est un bonus. Évidemment, il faut dire que Salitas, depuis son accession en première division, n'a jamais caché ses ambitions donc, de conquérir le continent. Donc ils sont taillés pour les joutes continentales et là aujourd'hui c'est vrai que pour leur participation ils ont été la première équipe burkinabé à participer donc aux phases de poule d'une campagne africaine. C'est vrai que ça a été un peu mitigé parce que bon c'est aussi ça l'apprentissage. La saison dernière ils n'ont pas pu. Cette année c'est encore mieux parce que ils arrivent donc au tour des cadrages face à cette équipe gabonaise qui n'est pas quand même un foudre de guerre parce que quand on regarde l'histoire de cette équipe gabonaise, donc l'AS Bouengidi du Gabon, qui il y a 2 ans évolue en D3 et s'est vu propulsé aujourd'hui en première division et jouer, on sait qu'avec le Covid le championnat s'est arrêté, le championnat gabonais, ils ont été propulsés comme représentants en campagne africaine, ils ont croisé une équipe zambienne donc au premier tour avant de croiser dans le tout puissant Mazembe où ils ont été reversés cette fois-ci en tous les cadrages face à l'équipe de Salitas qui est quand même par rapport à cette équipe là assez rompue aux compétitions internationales. Donc pour moi en principe ça doit pouvoir passer pour cette équipe. De plus quand vous arrivez dans la campagne c'est vraiment un bol d'air. La cagnotte elle est à quoi je dirais 150 millions de francs CFA que Salitas va gagner si jamais Salitas arrive donc à cette compétition, la phase de poule. Donc je pense que c'est tout bénéf pour cette équipe de Salitas. Et moi qui ai cassé le coude, je ne vous ai même pas présenté avant de commencer. Claude Romba, visage très connu qui passe souvent sur nos plateaux sport. Vous êtes analyste sportif et donc vous avez ce regard-là. Tout à fait. Merci bien déjà d'être sur ce plateau. On a de plein pied dans ce titre-là concernant donc Salitas. Je disais tout à l'heure, c'est vrai, bon point, mais quand on regarde, parce qu'on a souvenance aussi qu'il y avait ces espoirs-là qui nous avaient été nourris, est-ce que l'équipe, aujourd'hui, dans sa forme actuelle, dans sa composition, il faut vraiment compter? Est-ce qu'il y a des espoirs qu'il faut vraiment nourrir? Moi, je pense qu'il y a des espoirs. Maintenant, le véritable problème de Salitas sera Salitas lui-même. Aujourd'hui, quand vous regardez le banc de Salitas, ça fait déjà rêver beaucoup d'équipes. C'est des titulaires dans plusieurs équipes et qui peuvent même aller très loin, même pourquoi pas jouer les titres. Maintenant, Salitas est dans une démarche. Il faut le dire, ils disent qu'ils font du foot business. Donc, dès lors qu'il y a une possibilité de vendre, ils vendent. Et tout de suite, déjà, on apprend que le meilleur buteur dans cette campagne africaine pour Salitas, on se rappelle, c'est Olivier Boissy, qui a planté 2 buts ici face à l'équipe de Ashanti Gold pour permettre la qualification au tour prochain. Et là, ils ont, grâce à lui également, du côté donc, du Soudan, il permet donc à Salitas de revenir avec une victoire. Et il ne sera pas là. Voilà, parce qu'on vient d'apprendre qu'il est parti pour la Lettonie. Il va jouer avec une équipe lettonne. Donc, du coup, Salitas sera privé de son meilleur buteur donc, qui serait parti pour cette campagne africaine. Donc, du coup, comme je dis, Salitas, le vrai, je dirais, ce qui est difficile, c'est Salitas lui-même. Mais justement, vous parlez de football business, mais est-ce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans le foot pro comme on le connaît, mais est-ce que ce n'est pas quelquefois une donne à prendre en compte? Parce qu'il y a beaucoup de clubs beaucoup de clubs qui nous font rêver à un moment donné, mais après, quand vous les regardez, ces clubs ne sont que l'ombre d'eux-mêmes parce qu'il y a des choix aussi de réel business qui ne sont pas faits. C'est un choix financier. Je suis d'accord avec vous parce que quand vous regardez le championnat va vous rapporter combien? 12 500 000. Voilà, ça ne peut pas faire vivre un club, alors qu'un transfert peut vous rapporter au bas mot 50, 100 millions de francs CFA. Donc si Salitas réussit à vendre plusieurs joueurs, ils peuvent l'avoir. Mais en même temps aussi, il faut savoir que la campagne africaine aussi permet d'avoir beaucoup d'argent. Surtout cette saison où on est passé à 275 000 $ pour les phases de poule, c'est pas rien, ça fait quoi? 150 millions de francs CFA. Et si vous remportez, vous avez quoi? Vous avez 750 millions de francs CFA.
qui est pratiquement la même somme que le champion du prochain CHAN va avoir. Voilà. Maintenant, si c'était en campagne, si c'était en Ligue africaine des champions, vous avez 1,5 milliard si vous remportez la Ligue africaine des champions. Et 300 millions si vous rentrez en phase de poule. Voilà. En plus, quand vous êtes en campagne africaine, sachez qu'il y a des primes pour les matchs gagnés. Les victoires vous rapportent quelque chose, les buts marqués vous rapportent quelque chose, donc c'est également aussi une possibilité d'avoir de l'argent. Donc si vous bâtissez une équipe forte, compétitive, qui est capable d'aller chercher le titre, bien évidemment vous allez avoir de l'argent. Et donc, du coup, sinon le TP Mazembe vend aussi des joueurs, mais ils sont toujours présents. Donc, c'est dire que. Il y a un renouvellement d'effectifs. Voilà, je suis d'accord avec eux parce que bon. Et puis en même temps, il faut comprendre, les jeunes à un moment donné ont beaucoup l'envie de partir, ils sont plus intéressés. Maintenant, il va falloir avoir une équipe qui est capable d'aller payer des joueurs à 300 000, 400 000, 500 000 francs CFA par mois. C'est comme ça on va pouvoir retenir les jeunes ici. Et je pense que Salitas, s'ils sont réguliers dans cette compétition-là, je dirais même l'autre compétition, la Ligue africaine des champions, peut être dans cette dimension-là, peut-être avoir 2 ou 3 joueurs de dimension internationale. Même si on vend un, on peut jouer avec les autres. Comme ça, on a une assise. Il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Si on fait du vendre, à un moment donné aussi, il y a le club qui prend un coup parce qu'il y a le prestige du club aussi qu'il faut préserver. Donc, du coup, je dis, c'est bien. Mais l'ennemi aussi peut être ça, l'ennemi peut être Salitas lui-même. Donc aujourd'hui, vous avez un attaquant de la tente d'Olivier Boissy qui ne sera plus là. Il est votre meilleur buteur, alors que vous avez un match capital à jouer autour des cadrages face donc au Gabonais. Donc voilà. Et justement, c'est quoi la performance de cette équipe gabonaise là? Faut-il vraiment la craindre? Oui, bon, c'est quand même un saut dans l'inconnu. Ils ont un peu, comme je disais, il y a 2 ans, ils étaient en Détroit. D'accord. Et là, en moins de 2 ou 3 ans, ils jouent la Ligue africaine des champions. Donc c'est pas pour rien. Le championnat a arrêté. Mais en même temps aussi, il faut dire que au Gabon aussi, il y a beaucoup de moyens parce qu'avant de venir, ils ont eu le ministère qui leur a donné 80 millions pour se préparer, plus 25 millions qu'ils avaient eu parce qu'ils ont été décrétés champions. Ça fait déjà plus de 100 millions de francs CFA. Je pense aussi que ça leur a permis soit de recruter ou en tout cas de pouvoir chaud. Ils sont tombés sur le TP Mazembe qui est quintuple champion d'Afrique en Ligue africaine des champions. Donc c'était difficile pour eux face à une mastodonte comme le TP Mazembe. Ils ont perdu 2-1 à l'aller, 2-1 au retour. C'est pas ridicule. Ça veut dire que c'est une équipe qui a du potentiel et il faut prendre cette équipe au sérieux parce que c'est vrai que le match aller c'est au Gabon dans le week-end du 14 février, le match retour ici à Ouagadougou une semaine après, c'est-à-dire vers le 20 février. Donc il va falloir prendre cette équipe-là au sérieux et il va falloir voir tout son monde prêt. Donc, et puis ici en ce moment-là, être privé donc de son meilleur fusil, ça peut être un handicap, mais comme on dit à Salitas, il y a quand même de bons joueurs parce qu'ils ont des joueurs comme Michel Batibou qui a été vraiment, je pense que cette année n'a pas beaucoup joué, mais quand même qui reste quand même l'un des meilleurs joueurs du face-au-foot. Donc ils ont du répondant, ils ont des joueurs qui sont aussi capables donc d'aller chercher. Maintenant il faut les mettre en confiance. Peut-être qu'il ne faudrait pas qu'un autre joueur d'un gros calibre parte parce que là ça va être encore plus difficile à gérer. Sinon, je pense que Salitas a les moyens de passer cette équipe parce que cette équipe n'a pas l'expérience des compétitions africaines. Maintenant, il y a l'expérience, mais l'expérience aussi peut être aussi palliée par le talent. Je ne les ai pas encore vus évoluer, mais s'ils ont pu aller battre l'équipe zambienne, ils ont fait nul en Zambie et gagner à domicile, et après jouer contre le TP Mazembe, tenir la dragée au TP Mazembe, ça veut dire qu'ils ont des joueurs assez talentueux. Et puis ils n'ont pas encore de championnat, c'est dire qu'ils ont du potentiel. Donc c'est une équipe à prendre au sérieux. Maintenant, Salitas a toujours les moyens, les qualités donc de franchir ce cap et de rentrer dans cette phase de poule parce que 150 millions, ça fait rêver. 150 millions, je pense que si vous avez ça vous permet donc de stabiliser déjà le salaire et de vos joueurs pour cette saison. Et puis maintenant, après, aller chercher ailleurs. Ça permet cet calcul. Pas seulement Salitas, on a notre football burkinabé qui a sa réalité. On a Salitas qui a ses ambitions continentales et ça c'est pas aujourd'hui que l'équipe les marque. Ça permet par moment de se dire, on a un club qui est en train de monter, mais après, je le dis tout le temps, on a comme une limite objective. On se demande, notre football souffre de quoi? Est-ce que c'est forcément seulement les moyens, c'est l'organisation, c'est le professionnalisme qu'on y met? Qu'est-ce que c'est? Non, il faut une organisation. Il faut une meilleure organisation des clubs et puis il faut rendre le championnat attractif.
À partir du moment où vous avez ça, je prends un exemple, vous avez en tout cas la subvention de l'État, 2 millions par mois aux joueurs de première division, multiplié par 10, ça fait 20 millions. Si vous donnez au club à compte-gouttes 2 millions par mois, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? Mais par contre, si on avait, je sais qu'au niveau de la fédération c'est 15 millions, c'est également aussi donné par tranche. Si vous donnez ça au club, comment vous voulez que ce club-là s'organise? Je pense qu'il faut arriver à donner donc cette subvention-là de façon globale au club en un coup. Ça leur permet de se préparer. Si on donne par exemple, on sait que donc 20 millions plus 15 millions, ça fait 35 millions, sans compter la subvention pour donc les déplacements et la subvention pour l'organisation des matchs. Ça, je préfère que la fédération s'en occupe. Maintenant, les 35 millions, si on pouvait remettre ça au club, peut-être même à ajouter, de telle sorte que les clubs savent que bon, ils peuvent s'organiser autour donc de peut-être, ça fait déjà 35 millions, donc autour de 40-50 millions, ils peuvent s'organiser pour avoir une équipe compétitive. Et pourquoi pas chercher d'autres moyens additifs pour véritablement stabiliser les salaires. Mais sinon, si vous donnez un compte-goutte, c'est difficile de se projeter, c'est difficile donc d'avoir une bonne organisation. Quoique, c'est vrai que les clubs sont là, ils peuvent avoir des sponsors, mais le tissu économique burkinabé est tellement mince qu'il est difficile. Donc, on se retrouve toujours vers les mêmes partenaires, donc il est difficile. Et pour moi, aujourd'hui, peut-être avoir une bonne politique qui va permettre donc à ces sociétés-là d'investir dans les clubs, et permettre au club aussi de respecter un certain nombre de cahiers de charges. N'importe qui ne viendra pas au foot. Et je pense qu'il y a déjà des réflexions. Pourquoi ne pas transformer tous ces clubs-là en société? Peut-être que ça va permettre donc d'avoir une assise. Sinon, ça va être difficile. Si vous payez les joueurs à 50 000, à 35 000, même ça, les salaires ne sont pas réguliers, ça va être difficile de pouvoir les tenir. Il faut arriver à payer les salaires. Ce que vous dites, c'est bien. Mais il y a la réalité aussi que notre football, c'est un peu des mécènes qui y sont. C'est-à-dire, c'est à la limite, si le président, c'est pas celui qui sort l'argent de sa poche, ou bien qui enlève dans son business pour venir régler un certain nombre de problèmes. Vous regardez cotisation, vous regardez même comment est-ce que nos stades ne sont pas fréquentés. Les gens ils aiment bien crier on est de telle équipe, on est de telle équipe, mais ça ne sont pas de l'argent de la poche. Oui, je suis d'accord avec vous. Si on reste dans ça devient un genre d'économie qui. Je suis d'accord avec vous, mais si on reste dans ça, si on ne crée pas, on n'arrive pas à transformer les choses, ça va être difficile. Vous avez vu quand Maître Roger Ognier venait prendre la SEC, il a dit les actionnaires vont être les premiers à financer le club. Il a mis en place tout un plan. Voilà, qui lui a permis d'avoir beaucoup d'argent. Ne serait-ce que la cotisation des 100 francs, vendre des journaux. La SEC a eu un journal, la SEC a eu des produits qu'il vendait, convaincre les gens à aller au stade. Il l'a fait. Si au niveau de la Côte d'Ivoire, un jeune avocat qui est arrivé avec beaucoup d'ambition, qui a réussi à le faire, parce qu'il aime le football, pourquoi pas ici? Voilà, je pense qu'il faut un peu d'audace. Il faut aussi organiser. Les supporters sont là, il y en a qui viennent au stade. Il faut pouvoir les organiser, il faut pouvoir les intéresser et à ce qu'ils reviennent au stade. Il y a eu des matchs à un moment donné ici où les stades étaient pleins. Pourquoi plus maintenant? C'est parce qu'il faut repenser les choses. Je pense que c'est possible. C'est un potentiel qui est là qu'il faut développer. Voilà, c'est possible. Quand on peut-être le parallèle pour devenir une équipe nationale aussi, parce qu'il faut que les gens puissent vivre de l'air. Vous avez une équipe nationale, vous avez des équipes nationales qui sont là où les primes ne sont pas pareilles. À partir de ce moment, ça devient difficile. Vous voyez, l'équipe nationale, aujourd'hui, l'équipe nationale de football, équipe nationale A, en quoi cette équipe-là est différente d'une équipe nationale de handball? Ils représentent tous les mêmes pays. Il faut peut-être qu'aujourd'hui, au ministère des Sports, on puisse avoir un barème pour les équipes nationales. Quand vous êtes international, voilà, pour les primes sous-régionales, pour les compétitions sous-régionales, continentales, mondiales, internationales. Ça va permettre donc de faire émerger le sport et ça va permettre donc aux gens de pouvoir vivre de l'air. Dernière question, Colomba, pour revenir à cette campagne de la Coupe de la CAF. Est-ce que la maladie à coronavirus et son passage a pu changer aussi la donne? Parce qu'on a vu pour les autres compétitions, les équipes ne sont pas toutes parties avec la même forme. Même certains grands ont payé cher du temps sans vraiment de préparation, sans pouvoir mettre en jambe ces joueurs et tout. Est-ce qu'à la fin, ça ne nivelle pas un peu tout le monde par le bas et puis ça donne toutes les chances?
Non, bon, je ne sais pas si ça va arriver, mais dans tous les cas, le coronavirus a eu un impact très fort sur, en tout cas, les différentes équipes. Vous voyez, aujourd'hui, on joue dans des gradins vides, même si avant, il n'y avait pas beaucoup de monde au stade, mais quoi qu'on dise aussi, hein, quand il y a du monde, ça va. Après, vous avez vu tout ce qu'il y a eu, les gens ont arrêté de jouer pendant un certain temps. Ouais. Par exemple, il y a certains pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore eu de compétition parce que, bon, on n'a pas encore repris. Donc, quoi qu'on dise, donc, ce coronavirus-là a eu un impact négatif sur la vie des clubs. D'ailleurs, vous avez vu comment le championnat s'est arrêté, comment on a attribué. Après, il y a eu beaucoup de polémiques. Est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il faut. Voilà, il n'y avait peut-être pas une solution miracle. Il fallait donc décider de faire quelque chose. Et donc, on fait avec tout ce qu'il y a comme impair. Sinon, je suis d'accord avec vous que bon, le coronavirus, mais pour le Burkina Faso particulièrement, pour une équipe comme Salitas, on peut dire que la fédération, quand même, a eu le nœud creux de pouvoir lancer le championnat malgré tout. Et que aujourd'hui, cette équipe de Salitas se retrouve dans cette campagne africaine avec je dirais plus de 12, 13, 14 matchs dans les jambes parce qu'ils n'ont pas encore fini pour tous les matchs. Donc, ils avaient quand même assez de matchs. Il y a plus de 10 matchs dans les jambes. Donc, ce qui fait que par rapport aux autres clubs qui sont arrivés, qui n'avaient pas de compétition, parce que le meilleur révélateur, c'est la compétition. Donc, Salitas partait quand même avec un certain avantage. Et du coup, voilà, donc ça arrange le Burkina, même pour le CHAN. Je pense que les joueurs qui ont été donc sélectionnés sont des joueurs qui sont du cru national, qui ont joué au minimum, en tout cas, 10 matchs dans les jambes. Donc, ça peut leur permettre donc d'évoluer facilement. Donc, pour le CHAN, on peut véritablement compter sur cette équipe des étalons du Burkina Faso qui pourrait, donc, à mon avis, pour cette fois-ci, franchir un peu le premier tour. Merci bien, Claude Romba, d'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous êtes analyste sportif. Merci d'avoir suivi ce JDS, le journal du dimanche soir, et je vous donne rendez-vous pour dimanche prochain.